faire payer Vladimir Poutine? C'est de ça qu'on va parler tout de suite. Est-ce que finalement ce ne serait pas une illusion de faire payer le chef du Kremlin? C'est en tout cas à la une du nouveau numéro du magazine L'Express, dont LCI est partenaire, faire payer Poutine. Ça fait 2 ans que les Occidentaux tentent de couper les vivres au maître du Kremlin. Et cet après-midi encore, un nouveau paquet de sanctions a été décidé par l'Union européenne. Effectivement, le 13e en 2 ans, mais pour quelle efficacité? Est-ce que tout le monde joue le jeu? Vous allez voir, il y a des surprises et comment la Russie surtout arrive encore à s'en sortir. Bref, pour reprendre la une de l'Express, faire payer Poutine, oui, mais comment? Alors, pour se mettre tout de suite dans le bain, parce que c'est important, je vous propose d'écouter un certain Vladimir Poutine. C'était il n'y a pas longtemps pourtant, le 2 février. Alors, Vladimir Poutine, les sanctions, ça vous dit quelque chose ou pas? Écoutez. L'Occident nous a prédit la récession, l'échec, l'effondrement, que sous la pression des sanctions, nous allons reculer, nous rendre, nous effondrer. J'aimerais leur faire un geste familier, mais je ne le ferai pas, car des femmes sont dans la salle. Voilà, et autre réaction du président russe, est-ce que les sanctions ont eu leur effet? Je suis sûre que vous avez une petite idée. Je répète que les sanctions anti-russes ne sont qu'un moyen, comme l'ont déclaré les dirigeants occidentaux eux-mêmes, de faire souffrir nos citoyens. Ils veulent faire souffrir les gens et déstabiliser notre société de l'intérieur. Mais leur calcul était faux. L'économie et le système de gestion russe se sont avérés bien plus solides qu'on ne le croyait en Occident. De plus, les initiateurs des sanctions se punissent. Ils ont provoqué hausse des prix, fermeture et crise énergétique dans leur propre pays. Renaud Pila, votre réflexion à la première intervention de Vladimir Poutine. Il est devant des femmes, donc il est poli, il ne fait pas le geste. Ça vous a surpris? Elle a été peu diffusée, celle-là. Oui. Bon, je ne suis pas surpris par le style de Vladimir Poutine, mais c'est vrai que malheureusement, sur ses déclarations, on peut lui donner assez raison. Parce que c'est un doux rêve, les sanctions. Au bout de 2 ans, vous vous souvenez de la phrase de Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, qui disait nous allons mettre à terre, nous allons faire la guerre économique à la Russie. Bon, on se rend compte que 2 ans après, la croissance est là. Assez forte. Il n'y a pas de rupture sur les produits, il n'y a pas de changement véritablement dans l'économie russe, et surtout, il y a, alors là c'est un peu en trompe-l'œil, mais il y a surtout une industrie de guerre, il y a une relance par l'économie de guerre qui fait que, eh bien, on voit que la Russie ne souffre pas. Alors on dit que c'est un poison lent, mais au bout de 2 ans, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Oui, Samantha de Bendern, je vous fais réagir justement sur l'évolution du PIB russe. Alors il y a eu 2 récessions qui sont liées au Covid et au début de la guerre en Ukraine. Mais cette année, la croissance du PIB s'élevait à 3,6%. Et on a également les prévisions pour 2024 et 2025. Oui, alors c'est quoi la croissance du PIB? C'est la croissance de ce qui se produit, de ce qui s'achète. Donc évidemment, dans une économie qui produit énormément de chars, d'obus, de missiles, eh bien la production augmente et l'État achète. Mais c'est un PIB qui est purement lié à la guerre. Si demain la guerre s'arrête et la Russie arrête de produire des armes, son PIB va s'effondrer. Ça, tous les économistes le disent. Une économie forte, c'est une économie qui est résiliente. L'économie russe aujourd'hui n'est pas résiliente. Elle est dépendante de la guerre, elle est dépendante des prix du pétrole, et comme on le sait tous, ce sont des prix qui peuvent monter et qui peuvent descendre. Elle est dépendante de son client et son fournisseur principal qui est la Chine. Ça non plus, ce n'est pas une économie résiliente. Dernière chose, l'année dernière, Poutine a interdit à Rostat, l'Office russe des statistiques, de continuer à produire des statistiques sur les autres secteurs de l'économie. Parce qu'en 2022, sous l'impact des sanctions, Rostat avait publié des chiffres qui montraient que l'industrie automobile s'effondrait, la construction dans le secteur civil s'effondrait,
Et là, on voit aujourd'hui en Russie les avions s'effondrer, les avions civils s'effondrer et tomber du ciel. Ce n'est pas un miracle économique, c'est un pays qui souffre des sanctions, mais pas assez, parce que ces sanctions sont détournées. Et je vois que vous allez passer à quelqu'un d'autre, et je parlerai du détournement des sanctions après, quand j'aurai de nouveau la parole. Parce que c'est très important, et vous aurez la parole. On avait esquissé d'ailleurs le sujet, c'était très intéressant hier ensemble, et vous allez voir que dans l'esquive de la sanction, on est pas mal, nous les Européens. L'Allemagne est mieux, vous allez le découvrir dans un instant. Julien Vercueil, merci d'être avec nous. Économiste, vous en parlez dans un instant. Vice-président, professeur à l'INALCO, spécialiste de l'économie de Russie. On a un petit sonore de Vladimir Poutine qui recense tous ces secteurs où ça va pas si mal dans son pays. On l'écoute et vous intervenez juste après. La production industrielle a augmenté de 3,5% au cours de l'année et la production manufacturière de 7,5%. La production d'ordinateurs, d'avions, de navires, de meubles, d'équipements électriques et de véhicules à moteur a enregistré des taux de croissance à 2 chiffres. Par exemple, plus 32,8% pour les ordinateurs, plus 25,5% pour les véhicules, matériel aéronautique et construction navale. Dans le même temps, les revenus non pétroliers et gaziers ont augmenté d'environ 25%. Cela souligne une fois de plus le rôle croissant des industries manufacturières non liées aux ressources naturelles. Le président russe qui a le souci du détail et qui connaît visiblement bien ces chiffres. Julien Vercueil, est-ce qu'il ment finalement le président russe ou est-ce qu'il a raison quand il donne tous ces chiffres ? Alors, d'abord, il utilise les chiffres qu'il souhaite utiliser. Il ne les commente pas de manière complète. Il serait bien en peine de le faire parce qu'il n'a pas les éléments pour ça. Et il oublie aussi des chiffres intéressants. Par exemple, il oublie les enquêtes qui sont faites par l'Académie des sciences de Russie sur l'impact des entreprises, des sanctions sur les entreprises. Aujourd'hui, et ça c'est vrai depuis 2 ans, depuis le début de la guerre, de manière répétée, 4 fois depuis le début de la guerre, c'est-à-dire 2 fois par an, les entreprises sont interrogées sur l'impact des sanctions. Et à 60%, elles considèrent que les sanctions ont un impact négatif sur leurs décisions d'investissement, sur leur capacité de s'approvisionner et donc sur leurs perspectives. Donc ça, ce sont des chiffres que le président russe se garde d'indiquer. Ensuite, le deuxième élément qui peut être intéressant de noter, c'est qu'effectivement, c'est important pour le président russe d'indiquer que l'industrie manufacturière se développe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette industrie manufacturière se développe à partir d'une base extrêmement ténue, extrêmement petite. Elle représentait avant la guerre quelque chose comme 10-11% du produit intérieur brut global de la Russie. Donc c'est relativement faible. Et l'essentiel de l'augmentation qui est notée, c'est une augmentation qui est stimulée par les dépenses publiques liées à l'effort militaire. 30% du budget de l'État russe est consacré aux dépenses militaires, stricto sensu, pour ceux qu'on en sait, en fait davantage si on intègre les dépenses sociales pour les familles des personnes qui partent au front ou les dépenses de construction pour, par exemple, dans l'ouest du pays, construire des défenses contre la contre-offensive ukrainienne. Donc on voit que l'effort qui est consenti par l'État pour stimuler l'activité économique est extrêmement important. Et que, bien sûr, les chiffres qui sont donnés peuvent être un peu gonflés. Ça, il faudrait regarder de près. Et pour l'instant, évidemment, personne ne peut le faire, puisque l'administration statistique est sous contrôle assez strict. Mais les chiffres impressionnants qui sont donnés sont plus le fait d'un effet de base, qui est un effet de faiblesse initiale de l'industrie manufacturière, qu'un signe d'un essor qui serait un essor extrêmement impressionnant à l'échelle européenne. Oui, Julien Vercueil, on voudrait comprendre précisément comment est-ce que la Russie finalement arrive à contourner ces sanctions. On va vous montrer une carte des exportations qui ont explosé finalement de l'Union européenne vers
plusieurs pays, regardez, vers l'Azerbaïdjan par exemple, vers l'Ouzbékistan, la Turquie, les Émirats arabes unis, voilà, ces pays n'ont cessé d'importer de plus en plus depuis le début de la guerre et eux-mêmes ont vu leurs exportations exploser vers la Russie. Donc là, il y a clairement un contournement des sanctions. On a même des chiffres plus précis. Regardez les exportations de l'Allemagne vers le Kirghizistan. Alors là, plus 1200% après 2022, Anne-Niva. Oui. Oui, bah c'est tout à fait clair. Et quand j'étais en Russie relativement récemment, on m'en a beaucoup parlé. C'est-à-dire que, bien sûr que les pays qui ne sont pas la Russie, mais qui sont géographiquement proches de la Russie, donc ces pays d'Asie centrale, sont utilisés comme pays tiers, le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, pour contourner ces sanctions. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement, ces sanctions, en fait, elles viennent creuser le fossé d'une société en Russie qui est déjà profondément inégalitaire. Et elles font en sorte que ce fossé est encore pire qu'avant. Parce que qui souffre des sanctions ? Ce ne sont pas évidemment les plus riches, puisque les plus riches sont capables de les contourner. Par exemple, je suis très riche, j'habite à Moscou, j'ai envie d'une nouvelle Porsche. Eh bien, je la fais venir par le Kirghizistan. Mais en revanche, je suis un Russe moyen et j'ai un problème pour payer, acheter des œufs, il y a de l'inflation, etc., etc. Donc, voilà le problème de ces sanctions, c'est que c'est la meilleure chose qu'on a trouvée, mais que finalement, elles ne touchent pas tout le monde au même niveau.